Alors que le sommet de l'Union économique eurasiatique se concluait à Minsk le 27 juin 2025, Vladimir Poutine a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a abordé des sujets brûlants. Le bilan économique de l'UE face aux sanctions occidentales, les négociations avec l'Ukraine, la flambée des dépenses militaires de l'OTAN, les nouvelles menaces de sanctions européennes et même la perspective d'une rencontre avec Donald Trump. Sans détour, il a accusé l'Occident d'être à l'origine de l'escalade. Ce ne sont pas nous qui sommes agressifs, c'est ce soi-disant collectif occidental qui l'est. Face à ces tensions grandissantes, la Russie annonce vouloir réduire ses dépenses militaires là où l'Occident les augmente. Qui, selon vous, prépare réellement l'affrontement, la Russie ou l'Occident? Suivez la vidéo jusqu'à la fin, aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Bonjour, salut. Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Anton Vernitsky, première chaîne point, Vladimir Vladimirovitch. Pourriez-vous faire le bilan de la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé à huis clos lors de la réunion en petit comité avec vos collègues de l'UEA? Quelles rencontres bilatérales avez-vous eues? Peut-être certaines dont nous ne sommes pas encore au courant. Et le mot « sanction » a de nouveau été prononcé, à de nombreuses reprises pendant les interventions. Dans quelle mesure les sanctions influencent-elles l'activité de l'Union économique eurasiatique? Merci. En ce qui concerne les rencontres bilatérales, nous venons tout juste de terminer une rencontre sans la presse. C'était une réunion de travail avec le président de l'Ouzbékistan. Et nous avons discuté de nos affaires en cours ainsi que des perspectives pour l'avenir proche. Nous avons synchronisé nos montres concernant d'éventuels grands projets d'investissement commun. Et selon moi, comme selon Shavkat Romanovitch Mirziyoyev, tout cela est tout à fait réalisable. Il s'agit des secteurs de l'énergie, y compris, peut-être, de l'énergie nucléaire, de projets d'infrastructure, de l'industrie métallurgique. En somme, il y a là des sujets sérieux qui sont discutés par nos gouvernements depuis un certain temps déjà, et nous avançons progressivement vers leur mise en œuvre. La deuxième rencontre a eu lieu avec le prince héritier des Émirats arabes unis. Nous avons également discuté de nos relations bilatérales actuelles et nous attendons la visite en Russie du président des Émirats arabes unis. Bien entendu, dans les deux cas, nous avons également abordé la situation concernant l'Ukraine ainsi que la situation au Moyen-Orient. Quant aux résultats de la réunion d'aujourd'hui, du sommet de l'Union économique eurasiatique, nous sommes satisfaits des résultats obtenus. Nous avons pu faire un bilan. Le président de la Biélorussie l'a déjà mentionné, notre stratégie de développement, qui était prévue jusqu'à cette année, arrive à son terme. Nous réfléchissons à la manière dont nous allons organiser notre travail commun à l'avenir. Mais dans l'ensemble, les résultats de notre travail ne peuvent que nous satisfaire. Ils nous satisfont tous. Pourquoi? Eh bien, parce que le principal indicateur global de l'efficacité du travail des économies, c'est le taux de croissance économique. Et chez nous, dans l'Eurasec, il est supérieur au taux de croissance moyen mondial. La croissance mondiale est de 3,3%, comme on le sait. Mais pour l'Eurasec, c'est plus de 4, bien plus. Et dans certains pays, c'est nettement plus. Il y a des taux à 5, et pour certains, ça approche même les 6, il me semble. C'est donc, entre autres, et pas des moindres, le résultat de notre travail commun, puisque le but et le sens de ce travail sont justement de lever les barrières commerciales et autres obstacles économiques pour faciliter la coopération. Cela multiplie, sans aucune exagération, les possibilités de croissance économique. Mais il y a aussi des indicateurs sociaux du développement économique, comme bien sûr le niveau de chômage et la croissance réelle des salaires. Parce que c'est à peu près la même chose dans d'autres pays. Mais je vais parler de la Russie. Chez nous, le taux de chômage est de 2,3%. C'est tout de même, dans toutes les économies du monde, l'un des indicateurs clés de ce qui se passe dans l'économie. Et c'est à peu près pareil dans nos autres pays. Et le deuxième indicateur très important, c'est le niveau des investissements. Ils augmentent chez nous et en Russie,
Malgré toutes nos difficultés bien connues, ce processus continue tout de même. Et bien sûr, nous ne pouvons pas être insatisfaits de ce travail, mais il y a toujours des questions qui nécessitent une attention supplémentaire. Dans un cercle restreint, nous avons discuté des questions liées à la levée des barrières dans le secteur des services. Mais ici, il y a des questions qui demandent des recherches supplémentaires. Il y a des aspects liés à la signature électronique. C'est une direction très importante. Ce sont des éléments informels qui, s'ils sont introduits au niveau international, créeront également de bonnes conditions pour élargir la coopération. Ici aussi, il y a des questions que nous avons globalement abordées aujourd'hui concernant la manière de garantir l'authenticité, la façon dont nous allons réguler les sanctions en cas d'infraction, et ainsi de suite. Il s'agit de faire en sorte que les acteurs économiques ne passent pas d'une juridiction à une autre, mais agissent dans le cadre d'un espace économique unique. Autrement dit, il n'y a rien ici qui poserait des difficultés d'ordre politique. Nous pensons tous qu'il faut avancer dans cette direction. C'est avant tout une question juridico-technique. Il faut d'abord régler et finaliser ces questions au niveau gouvernemental. Nous sommes convenus que nous nous en occuperions dans les mois à venir. Et la prochaine rencontre, qui est généralement informelle, sera tout de même liée à des questions d'affaires. Ainsi, la prochaine réunion, comme veut la tradition, se tiendra à la veille du Nouvel An à Saint-Pétersbourg. Et qu'en est-il des sanctions? Oui, des sanctions. Nous en avons déjà formellement parlé. Les personnes m'ont sérieusement approfondi ce sujet. Bonjour, RIA Novosti. J'ai une question sur un autre sujet important. Vous avez déjà mentionné que lors des derniers contacts bilatéraux, la question ukrainienne a été abordée. Dites-nous où en est actuellement le processus de règlement de la question ukrainienne, en particulier quand aura lieu le troisième round de négociations entre la Russie et l'Ukraine. 2 rounds ont déjà eu lieu à Istanbul et il est également connu que les parties ont échangé leur projet de mémorandum sur le règlement. Que pensez-vous du projet de la partie ukrainienne, du projet de Kiev? Comment l'évaluez-vous? Y a-t-il eu tout de même une réaction de Kiev au projet de mémorandum russe? En ce qui concerne les mémorandums, comme on pouvait s'y attendre, rien d'inattendu ne s'est produit. Je n'osais rien vous dire d'inattendu non plus. Ce sont 2 mémorandums absolument opposés. Mais les négociations sont justement organisées et menées pour chercher des voies de rapprochement. Quant au fait qu'ils étaient diamétralement opposés, il me semble qu'il n'y a rien d'étonnant non plus. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, car je considère qu'il n'est ni opportun ni utile de devancer les négociations. Concernant ce qui a été fait à l'issue des négociations, vous le voyez vous-même, aujourd'hui, il me semble, un nouvel échange a eu lieu. Voilà, et tout de même, hier, aujourd'hui, il me semble, non? Et malgré tout, c'est important. Cet aspect humanitaire a de l'importance car il crée les conditions pour, comme disent les diplomates, une discussion substantielle sur le fond du problème. Et nous étions convenus de poursuivre les contacts après la fin des échanges et après, voilà, l'action humanitaire que nous avons proposée, à savoir la remise des corps de nos militaires tombés au combat, une action essentielle et profondément humaine. Nous avons déjà remis plus de 6 000 corps et nous sommes prêts à en remettre encore près de 3 000. Mais c'est à la partie ukrainienne d'accepter les corps de ces soldats morts. Et nous étions convenus qu'après la fin de cette étape, nous tiendrions un 3e round de négociations. Dans l'ensemble, nous y sommes prêts. Il faut s'accorder sur nos lieux et une heure.
Eh bien, je compte sur le fait que le président de la République de Turquie, M. Erdogan, reste sur ses positions de soutien à ce processus. Nous lui en sommes très reconnaissants. Nous sommes prêts à organiser une telle rencontre à Istanbul. Quant à la date précise, ce sont les chefs des groupes de négociation des deux parties qui en décident. D'ailleurs, ils sont en contact permanent, en contact direct l'un avec l'autre. Ils s'appellent tout le temps. Et à mon avis, c'est déjà une bonne chose. En ce moment, ils s'accordent entre eux sur la date de la prochaine rencontre. Et quel en sera l'objet? À mon avis, l'objet devrait être la discussion des mémorandums, aussi bien d'un côté que de l'autre. Oui, je vous en prie. Bonjour, Pavel Zarubin, chaîne de télévision Rossiya. Chez vous, chez vos collègues, le sommet de l'Union eurasiatique vient tout juste de s'achever, tandis que chez les anciens partenaires, le sommet de l'OTAN s'est récemment terminé, et là-bas, ils ont décidé d'augmenter les dépenses de défense jusqu'à 5% du PIB. Et d'ailleurs, de toute l'Europe, on entend un flot d'appels à la militarisation. Une position aussi agressive de la part de l'Europe, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans l'histoire contemporaine. Comment évaluez-vous ce qui se passe? Merci. Tout d'abord, ce qu'on appelle la communauté occidentale, l'Occident collectif, si tant est qu'on puisse encore parler de collectif aujourd'hui, eh bien, elle renverse tout en dessus-dessous. Pourquoi? Parce que l'augmentation des dépenses militaires et cette frénésie militariste dont nous venons de parler, tout cela repose sur une seule thèse, l'agressivité de la Russie. Or, c'est exactement le contraire. En fait, aujourd'hui, tout le raisonnement s'arrête à l'année 2022, au début de l'opération militaire spéciale. Mais comment nous en sommes arrivés? Comment nous tous en sommes arrivés à cette opération militaire spéciale? Personne n'en dit un mot. Et tout a commencé par quoi? Par le fait qu'on nous a roulés, trompés grossièrement, comme on dit chez nous. On nous a tout simplement baladés à propos de la non-extension de l'OTAN vers l'Est. Et pourtant, tout le monde entier sait bien que la Russie avait reçu une promesse. Pas un seul pouce vers l'Est, l'OTAN ne s'étendra pas. Ensuite, il y a eu une vague d'élargissement. La sécurité d'un pays ne peut être assurée au détriment de la sécurité d'un autre. C'est écrit dans les documents internationaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un élargissement après l'autre, et on nous répétait sans cesse. Mais vous ne devez pas en avoir peur, cela ne vous menace pas. Et quand nous répondions que, selon nous, cela nous menaçait, qu'est-ce qu'on nous répondait? Rien du tout. Nous nous envoyions simplement balader avec notre vie. Et personne n'en tenait compte, ni ne voulait en tenir compte. Mais nous savons mieux que quiconque ce qui nous menace ou non. C'est notre droit de déterminer le niveau de notre sécurité et le degré des menaces qui peuvent s'approcher de nous, d'un côté ou de l'autre. Les personnes ne nous écoutaient et nous avancions tous dans cette direction. N'est-ce pas là un comportement agressif? C'est justement un comportement agressif auquel l'Occident refuse de prêter attention. Il en a été de même dans notre pays, lorsque l'Occident collectif soutenait à la fois le séparatisme chez nous et un instrument de lutte contre la Russie tel que le terrorisme. Personne ne voulait prêter attention à une quelconque organisation comme Daesh tant qu'elle opérait en Russie. Et ces attentats à Moscou et tout ce qui s'est passé récemment, oui, et personne ne veut y prêter attention. Tout va bien tant que c'est contre la Russie. Quoi? On n'a pas vu tout ça, peut-être. Et là-bas, tout le monde voit et comprend parfaitement, et il parle d'autre chose. Il parle de notre agressivité. Regardez-vous donc vous-même. Nous avons un bon proverbe, n'est-ce pas? Une fois la paille dans l'œil du voisin, mais on ne veut pas voir la poutre dans le sien. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur fond de cette rhétorique sur la soi-disant agressivité de la Russie, on commence à parler de la nécessité de s'armer. Eh bien, qui s'arme alors? Regardons donc la structure de ces dépenses, la structure de ces armements. J'ai déjà évoqué la première partie. Nous considérons que l'accusation d'agressivité de la Russie est totalement infondée. Ce n'est pas nous qui sommes agressifs, mais l'Occident, ce soi-disant collectif, qui est. C'est d'ailleurs la même chose qui s'est passée en Ukraine. Et alors, comment qualifier ce qui s'est passé à la suite du coup d'État soutenu par l'Occident collectif?
Ils sont venus ou signé des garanties entre le président, le pouvoir présidentiel et l'opposition. Quelques jours plus tard, ils ont organisé un coup d'État, l'ont soutenu, l'ont même reconnu publiquement. Ensuite, ils ont commencé à dire que la Russie agissait agressivement. C'est quoi, ça? Sont-ils idiots eux-mêmes ou est-ce qu'ils nous prennent pour des imbéciles? Ensuite, nous savons tout ce qui s'est passé dans le Donbass. 8 ans, 8 ans de guerre sanglante là-bas contre la population civile, en réalité. Et pendant 8 ans, nous avons essayé de trouver un accord pour résoudre cette question pacifiquement. On nous a trompés et ils l'ont reconnu. L'ancien chancelier d'Allemagne et l'ancien président de la France ont déclaré qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk, signés uniquement pour armer le régime ukrainien. Ils ont mené cette guerre non déclarée pendant 8 ans. Pour mettre fin à cette guerre, nous avons été contraints d'utiliser la force armée en reconnaissant l'indépendance des deux républiques, conformément à la Charte des Nations Unies. Personne n'y fait attention. Tout le monde ne commence qu'à partir de ce moment. Pourquoi? En quoi sont-ils coupables? Comme si c'était des nourrissons qui seraient nés seulement hier. Ça ne marchera pas comme ça. Ce jeu à sens unique est terminé. Ils veulent augmenter leurs dépenses militaires? Eh bien, qu'ils les augmentent, mais cela montre aussi leur agressivité. Aujourd'hui, nos dépenses sont importantes, soit 6,3% du PIB. Est-ce beaucoup ou peu? Je pense que c'est beaucoup. C'est l'un des problèmes, y compris pour le budget, que nous devons résoudre avec dignité. Je ne veux pas faire de parallèle politique maintenant, car les causes des conflits sont complètement différentes. Mais uniquement d'un point de vue financier et économique, par exemple, pendant la guerre de Corée menée par les États-Unis, ils y consacraient 14% de leur budget, et pendant la guerre du Vietnam, c'était 10%. Il est vrai que ces problèmes étaient principalement résolus en augmentant la fiscalité sur les personnes là aux revenus. Dans le premier cas, ils ne prêtaient pas l'attention à la macroéconomie, alors que dans le second, ils abordaient la question de façon raisonnable. Mais nous luttons pour une macroéconomie saine. Maintenant, parlons des dépenses. 6,3% est beaucoup ou peu? 6,3% du PIB de la Russie pour les besoins de la défense, cela représente 13 500 milliards de roubles. Et donc, notre PIB total s'élève à 223 000 milliards de roubles. Alors, 13 500 sur 223, est-ce beaucoup ou peu? Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Nous avons payé cela par l'inflation. Mais là, nous luttons actuellement contre cette inflation. Oui, nous avançons délibérément vers une sorte d'atterrissage en douceur de l'économie, mais malgré tout, nous abordons cela de manière très raisonnable. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé. Le niveau des salaires augmente aussi bien dans tous les pays de la zone euro qu'en Russie. L'année dernière, il a augmenté de 9,7% et pour les 4 ou 5 premiers mois de cette année, il a encore gagné 4% en termes réels. C'est d'ailleurs au moins un indicateur satisfaisant. Alors, que se passe-t-il dans les pays occidentaux? Ils ne cessent de nous enterrer, alors qu'eux-mêmes sont sur le point de crever là-bas, mais ils continuent sans arrêt à nous enterrer. Donc, chez nous, la croissance économique a été de 4,3% l'an dernier et l'année d'avant 4,3-4,1. Cette année, ce sera plus modeste pour lutter contre l'inflation. C'est une démarche volontaire de notre part. Alors que dans la zone euro, la croissance est de 0,9%. Et dans les principales économies, les centres industriels de développement en Allemagne ou en France, tout est à la limite de la récession. Les forces armées. On entend sans cesse dire que nous avons soi-disant des problèmes qui vont bientôt obtenir une défaite stratégique de la Russie. Cette rhétorique ne s'arrête toujours pas, d'ailleurs. Et en même temps, ils racontent que nous nous apprêtons à attaquer les pays de l'OTAN. Où est la logique là-dedans? Si tout s'effondre chez nous, pourquoi irions-nous attaquer l'OTAN?
Franchement, c'est n'importe quoi, et eux-mêmes n'y croient pas une seconde. Mais ils essaient de convaincre leur propre population de tout ça pour leur soutirer un maximum d'argent et pour qu'ils acceptent de porter le lourd fardeau de ces dépenses dans le domaine social. Nous, d'ailleurs, ces milliers de milliards, à quoi les dépensons nous en prendre par qui? À soutenir notre complexe militaro-industriel, à nous-mêmes, à nos proches et à ceux qu'on aime. Et eux, à quoi vont-ils dépenser leurs 5% à acheter aux États-Unis et à soutenir leur complexe militaro-industriel? Ce n'est pas notre problème, c'est le leur. C'est ce qu'ils veulent, qu'ils fassent comme ils veulent. Mais voilà le plus important. Nous, de notre côté, prévoyons de réduire les dépenses de défense l'année prochaine, l'année d'après et les 3 prochaines années. Il n'y a pas encore d'accord définitif entre la défense et finance et le développement économique. Mais dans l'ensemble, tout le monde réfléchit dans cette direction. Et l'Europe, elle, pense à augmenter ses dépenses de défense. Alors, qui se prépare à des actions agressives? Nous, oui. Nous voulons terminer l'opération militaire spéciale avec le résultat qui nous convient, bien sûr, mais c'est justement sur cela que tout est calculé chez nous. Précisément pour cela, et non pas pour des plans agressifs envers l'Europe et les pays de l'OTAN. Nous prévoyons de réduire les dépenses alors qu'ils prévoient de les augmenter. Qui se comporte de manière agressive? C'est la base de la politique de défense et de sécurité. Donc, tous leurs raisonnements sur le fait qu'ils vont augmenter, eh bien, qu'ils augmentent, mais cela n'améliorera pas leur situation en matière de sécurité. Et dans le domaine économique et social, cela ne fera qu'empirer les choses pour eux. Concluons, s'il vous plaît. Agence Interfax, Ksenia Tchernieva. Vladimir Vladimirovitch. Tout récemment, le président français a déclaré qu'il était nécessaire d'introduire un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Et, à en juger par les déclarations des responsables européens, ce paquet de sanctions pourrait inclure des mesures telles que la réduction du plafond du prix du pétrole russe jusqu'à 45 $ et des sanctions secondaires pour ses acheteurs. Quelle est votre opinion sur de telles mesures? Et sur la rhétorique du président français? Et quelles pourraient être les conséquences de telles décisions? J'ai déjà en partie répondu à cette question. Plus il y a de sanctions, plus c'est mauvais pour ceux qui les imposent. Cela concerne la France, mais aussi l'économie européenne dans son ensemble. Là-bas, si l'on regarde les statistiques, le volume de gaz acheté, disons, a augmenté grâce au GNL. L'Europe a commencé à acheter davantage. Eh bien, aujourd'hui, c'est quoi? Plus de 400 $ enfin, euros pour 1000 mètres cubes. En ce moment, le prix du pétrole a un peu baissé. Il est passé de 75 à 65 ou 66. Et si jamais il se passe encore quelque chose au Moyen-Orient, qu'est-ce qui va se passer? Et si on bloque notre pétrole? Enfin, même si on le bloque un peu, même si, en réalité, ils n'y arriveront pas. C'est tout simplement impossible à l'heure actuelle. La consommation mondiale de pétrole et de produits pétroliers augmente avec la croissance de l'économie elle-même. On n'y peut rien. Les volumes augmentent. Break time égale 0,5 S, mais la production n'augmente que dans la limite que nous avons convenue dans le cadre de l'OPEP+, et elle est précisément calculée pour répondre à la demande croissante, surtout durant la période estivale. Vous comprenez? Je ne vois rien ici qui pourrait profiter à l'économie européenne. Est-ce que cela nous portera préjudice d'une manière ou d'une autre? Nous verrons en fonction de la réalité qui se dessinera. Mais je ne pense pas que cela nous affectera. Des centaines, des milliers de sanctions ont été imposées et nous sommes là où nous sommes. Comme je l'ai dit, l'année dernière, notre économie a connu une croissance de 4,3%, alors que dans la zone euro, 0,9 ou 0,8. Allez-y, Andrei. Bonjour.
Andrei Kolesnikov, journal Commerçant. Vladimir Vladimirovitch, n'avez-vous pas l'impression qu'il est temps pour vous de rencontrer personnellement Donald Trump? Vu de l'extérieur, on a l'impression que vous vous éloignez un peu l'un de l'autre. Le téléphone, c'est bien, mais ça reste le téléphone. Rien ne vaut un face-à-face, comme on dit, face à face. Qu'en pensez-vous? J'ai beaucoup de respect pour le président en exercice des États-Unis. Il a traversé un chemin très difficile, complexe et dangereux pour revenir au pouvoir et à la Maison-Blanche. Nous le savons tous très bien. Il a même survécu à une tentative d'assassinat, en fait à plusieurs tentatives contre sa vie. C'est un homme courageux, c'est évident. Quant à ce qu'il fait à l'intérieur du pays, ce qu'il fait, disons, concernant la situation au Moyen-Orient, ainsi que ses efforts pour résoudre la crise ukrainienne, nous apprécions bien sûr tout cela énormément. Je l'ai déjà dit. Je tiens à le dire publiquement, ici et maintenant. Je pense que le président Trump cherche sincèrement à résoudre la question sur le dossier ukrainien. Il a d'ailleurs récemment, il me semble, déclaré que c'était plus compliqué que ce que l'on pouvait imaginer de l'extérieur. Eh bien, c'est effectivement le cas. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. C'est une chose de regarder de l'extérieur, et c'en est une autre de plonger dans le problème au Moyen-Orient. Voilà. Même si, peut-être, là-bas il y avait plus d'expérience et était davantage impliqué dans les événements du Moyen-Orient. Mais là aussi, tout est compliqué. La vie réelle est toujours plus complexe que l'idée qu'on s'en fait. Je suis toujours ouvert au contact, aux rencontres. Je sais que M. Trump aussi a évoqué la possibilité, il a parlé de la possibilité d'une rencontre. Il y a, tout comme lui, je pense que de telles rencontres doivent être préparées. En fonction des résultats, nous devons parvenir à de nouveaux niveaux de coopération. Dans l'ensemble, grâce au président Trump, les relations entre la Russie et les États-Unis commencent au moins à s'équilibrer sur certains points. Tout n'est pas encore aidé dans le domaine des relations diplomatiques, mais tout de même, les premiers pas ont été faits et nous avançons. Nous avons établi un contact de travail entre les principaux départements, entre le département d'État et le ministère des Affaires étrangères, entre les services spéciaux, ce qui est très important, car, par exemple, la lutte contre le terrorisme est cruciale pour nous. De plus, par le biais de certains autres services, nous avons de très bonnes perspectives dans le domaine de la coopération économique. Et nous savons que les entreprises américaines manifestent leur désir, leur aspiration et nous envoient des signaux indiquant qu'elles aimeraient revenir sur notre marché. Nous ne pouvons qu'accueillir cela avec plaisir. Tout cela doit être préparé. Mais dans l'ensemble, cette rencontre est tout à fait possible et nous serons heureux de nous y préparer. Merci. Merci beaucoup. Meilleur jeu.